Et je vais passer la parole à Johan Smith, qui va nous parler de l'apport de l'activité LH-HCG dans la stimulation ovarienne. Dominique. Moi, j'ai pas l'habitude avec. Ah, ok. Il faudrait qu'il décide. Est-ce que j'ai essayé, il ne le faisait pas. Ah, voilà. C'est ici, MCG. Ouais. Merci beaucoup. Alors, bon après-midi tout le monde. Tout d'abord, je voudrais remercier les laboratoires Ferring et les organisateurs pour l'aimable invitation. Alors, nous allons retourner vers l'ovaire et parler donc plutôt de l'activité de l'ALH et de l'HCG en stimulation ovarienne. Alors j'ai divisé mon exposé en 3 parties. Tout d'abord, est-ce qu'on a besoin d'une activité d'LH qui sera parfois apportée par l'HCG, dépendamment des produits de stimulation qu'on utilise. Puis on passera aux résultats cliniques et finalement, je vous illustrerai quelques effets biologiques de cette HCG. J'aime bien montrer ce schéma parce qu'il illustre, je crois, clairement ce qu'on fait dans des cycles de stimulation par protocole long. Vous avez dans le panneau du dessus le profil de la LH et de la FSH pendant un cycle naturel. Tout le monde sait donc la montée de la FSH au début du cycle, et puis par la montée d'œstrogène surtout, il y a une disparition de cette FSH. Donc en fin de phase folliculaire, on a presque plus de FSH circulante. Par contre, la LH qui est toujours présente va augmenter, il y aura des pulsations, et en fait, on sait que c'est cette LH qui va reprendre l'activité de la FSH en fin de phase folliculaire. Alors en cycle stimulé, lorsque on emploie un agoniste en protocole long, on va désensibiliser la patiente, mais le dogme est qu'il y a toujours suffisamment de LH présente, même après 2-3 semaines d'agoniste, et ensuite on va débuter avec les injections d'FSH. Et en fait, cet FSH va s'accumuler. Et ce qui est intéressant à observer, en fait, c'est que on a exactement l'inverse que dans un cycle naturel. Donc, on a une FSH qui est très élevée en fin de phase folliculaire, mais par contre, une LH qui est totalement inhibée à la fin. Alors, vous voyez ici qu'il y a une petite marche. Donc, en fait, on sait maintenant que dès qu'on commence la stimulation ovarienne par la FSH, on va encore inhiber la production endogène qui resterait de la LH. C'est illustré par ce schéma que j'ai pu trouver dans une publication de Balazs en 2003. Donc, comme vous voyez ici, pour une certaine valeur qui a été normalisée de la LH, lorsqu'on injecte 3 ampoules d'HMG, c'était du pergonal ou de la FSH recombinante, qu'est-ce qu'on peut observer quand on dose la LH toutes les 2 heures? On voit que lorsqu'on emploie une HMG qui contient 75 unités de LH, on voit pendant les 12 premières heures une LH qui sera élevée par rapport à la valeur avant l'injection. Après 12 heures, toute la LH injectée est disparue. Lorsqu'on injecte seulement de la FSH, c'est assez remarquable de voir que
la LH circulante va chuter jusqu'à moins 30 à 40%. Et donc cette LH restera basse pendant les 24 heures. Donc le message ici est que dès qu'on commence à stimuler un ovaire, on va en fait supprimer encore ce qui restait de la production de la LH endogène chez la patiente. Ça a été ensuite confirmé par des données de l'étude IGE, donc c'était l'étude European Israeli Study Group, où on désensibilisait les patientes par un agoniste et ensuite on les stimule par ménopure ou FSH recombinante. Et ici, c'est le pourcentage de patientes qui aura des valeurs de moins de 1 unité. En fait, c'est le seuil de détection de la LH qui est employé le plus souvent dans la littérature. Donc, on voit qu'au début, après la désensibilisation, mais avant le commencement de la stimulation, environ 15 à 30% des patientes ont une LH qui est de moins de 1. Et une fois qu'on entame avec la stimulation, vous voyez que pour les deux groupes, de plus en plus de femmes vont avoir une LH supprimée et vers la fin de la stimulation, on est ici entre 60 et 80% de femmes qui n'ont plus de LH dosable. Donc, est-ce que c'est un problème? Je crois que c'est un problème lorsqu'on travaille avec un produit qui ne contient aucune activité de LH, parce qu'on sait que la LH a une fonction, donc une fonction directe. Elle agit par les facteurs de la TEC, donc c'est les actions paracriniennes. Il y a donc les effets vasculaires dont le précédent orateur vous a parlé. Et on sait très bien que donc il y a activation par l'AMP cyclique, mais aussi par le calcium dans les cellules de la granulosa. Et puis, il ne faut pas oublier les effets indirects de cette LH par les changements de la balance stéroïdienne, et c'est ce que je vais vous illustrer aussi plus tard. Donc la question est quelle est en fait l'action sur l'ovocyte par ces changements et quels sont les effets sur l'endomètre. Alors, il est clair qu'il faut bien considérer les deux préparations qu'on emploie pour la stimulation. Elles sont différentes par leur activité de LH. Donc, on sait que la bioactivité des deux préparations est la même parce qu'on emploie le même système de calibration qui est l'essai de Steelman et Pauli, qui est un essai sur un grand nombre de rats. Et donc, selon la pharmacopée, il faut introduire 75 unités d'FSH dans une ampoule. Mais donc, les préparations sont différentes par la bioactivité de la LH. Donc, il faut avoir 75 unités de LH. Alors, la question est, quelle est la différence entre une préparation qui ne contient pas aucun apport de LH avec une préparation qui contient de la LH? Et puis, ce qui peut être différent également, c'est que ces préparations qu'on appelle ménotropines contiennent différents ratios entre LH et HCG. Donc, si on veut avoir 75 unités de bioactivité de LH, on peut, si après purification on n'a plus cette quantité dans une préparation, on peut la supplémenter, par exemple, par des unités d'HCG, sachant qu'une unité d'HCG équivaut 7 unités de LH. Et c'est une pratique qui s'est toujours faite, et ceci est illustré sur cette diapositive ici, où vous voyez les anciennes ménotropines. Donc c'était des ménotropines qui étaient purifiées à 3 pas, donc il y avait trois étapes de chromatographie et d'autres processus pour obtenir des produits injectables. Maintenant, le produit ménopure a eu trois étapes de purification pour pouvoir administrer ces produits par voie subcutanée et avoir moins de molécules dans les préparations. Mais
ces différentes phases de purification entraînent que l'ALH, qui est une molécule qui n'est pas très stable en fait, va disparaître de la préparation. Mais ce qu'on remarque, c'est quand on mélange les différentes fractions après purification, qu'on obtient surtout des unités d'ACG qui sont beaucoup plus stables. Alors quand on regarde les anciennes préparations, vous voyez que le taux d'LH versus HCG était différent selon les préparations. Ici, vous voyez l'Umégo contenait 6 unités de LH. Et puis pour en venir à les 75 unités qui sont obligatoires par la pharmacopée, on ajoutait ici environ 7 unités d'HCG qui équivalent 7 x 7, donc 45, 50 unités presque pour en venir à ces 75 qu'il fallait finalement avoir par ampoule. Donc ces produits diffèrent par la composition en LH ou HCG. Alors maintenant, je voudrais retourner vers les résultats de l'étude Merit qui a comparé en fait le ménopure qui contient surtout de l'HCG avec la FSH recombinante qui était le Gonal-F. On voit après la désensibilisation qui était égale pour toutes les patientes, on voit que effectivement, qu'on travaille avec le ménopure ou la FSH recombinante, on gardait environ 2 unités de LH qui sont mesurées par un immunoessai très sensible et tous les échantillons ont été faits par le même immunoessai et c'est important pour la significativité. Ce qu'on observe très clairement ici, c'est que quand on entame jour 1 avec 3 ampoules d'HP, HMG ou d'FSH recombinante, on voit clairement cette chute de LH qui va de pair avec les 2 produits. Et ceci, c'est une déviation standard. Donc, on voit que un beau nombre de patientes vont tomber entre ce seuil qui est au niveau d'1. Et puis ici, après le déclenchement de l'HCG, avec la montée importante de la progestérone, etc., vous voyez que finalement, le taux de LH circulante endogène de la patiente va encore chuter davantage. Donc le message ici, c'est que un grand nombre de patientes ont leur LH circulante qui sera très très basse. Est-ce que c'est un problème? Ça pourrait être un problème lorsqu'on travaille avec un produit qui contient seulement de la FSH. Mais ce qu'on ne voit pas ici, naturellement, c'est que le HP-HMG contient de l'HCG qui va compenser pour cette activité d'LH. Et ça, on peut voir sur cette diapositive qui montre la concentration sanguine chez les patientes lorsqu'elles sont traitées par ménopure ou par Gonal-F. Donc, dans le ménopure, il y a les 75 unités biologique en HCG et on voit effectivement que ça correspond à les 2 unités ici. Donc à partir du jour 6, on obtient déjà une concentration d'environ 2 unités et naturellement dans le produit Gonal-F, il y a on ne mesure rien, bien entendu, jusqu'au moment du déclenchement par HCG. Donc, à quoi est-ce que ça mène en résultats cliniques? Il faut dire, il y a eu énormément d'études qui ont été faites, comparer différentes gonadotropines, les résultats en PMA. Il faut dire que la plupart des études étaient faites sur des petits effectifs et le critère final était souvent, pour la plupart du temps, le nombre d'ovocytes. Il y a très peu d'études qui ont été faites avec des méthodes uniformes. Par exemple, les immunoessais qui ont été employés pour faire les différents dosages étaient faits dans différents centres. Donc, le résumé de ces résultats n'est pas évident et ça avait un impact sur les statistiques. Également, comme vous le savez déjà très bien, la plupart de vous,
La classification des embryons a été faite d'une manière très soigneuse dans cette étude. Tout d'abord, tous les centres qui ont participé, il y a eu un entraînement, un consensus par des embryologistes périphériques, et ensuite tous les résultats ont été revus par 3 embryologistes avec une grande expérience et en aveugle. Et puis, il y a très peu d'études qui sont allées jusqu'au niveau des enfants nés et jusqu'au niveau des enfants nés après congélation et décongélation. Je crois que vous connaissez déjà tous le schéma qui a été employé dans l'étude IGE et l'étude MERIT. En fait, une partie des patientes dans l'étude IGE, qui s'est fait avant l'étude MERIT, contenait des patients traités par ICSI et par FIV. Heureusement, cette étude a été stratifiée pour ces 2 techniques-là, ce qui nous permet aujourd'hui de combiner les résultats chez les patientes FIV de cette étude IGE avec celle de l'étude MERIT, ce qui nous apporte une étude sur 986 patientes. Et quand on regarde donc les résultats cliniques, donc le développement folliculaire et le transfert d'embryons, vous voyez que quand on emploie le ménopure, le nombre moyen d'ovocytes obtenus par cycle était significativement plus bas. Il y a 1,8 d'ovocytes de moins qu'avec la FSH recombinante. Les taux de fertilisation et le taux de patientes qui ont eu un replacement embryonnaire et également le nombre moyen d'embryons transférés par patiente n'était pas significativement différente dans les 2 bras de l'étude. Alors, ce qui est pour l'efficacité, vous voyez que le taux de grossesse clinique par transfert est de 34,5% pour le ménopure, le produit qui contenait de l'HCG est 26%, ce qui est significativement différent. Également, le taux d'implantation était différent. Les enfants nés par transfert, ainsi que les enfants nés par cycle initié. Et le taux de les syndromes d'hyperstimulation ovarienne moyen et sévère n'étaient pas significativement différents dans les 2 études. Alors maintenant, allons vers les effets biologiques. Il y a un petit problème de transformation de MAC vers PC, mais je crois que ce n'est pas très important. Comment est-ce qu'on peut étudier l'effet de ces 2 ménotropines et évaluer la réponse au niveau ovarien? Vous savez qu'en faisant des dosages dans le sérum, mais en fait ceci c'est une intégration de ce qui se passe dans les 2 ovaires. On peut regarder le follicule individuel en étudiant le liquide folliculaire et on peut regarder également les cellules du cumulus et faire l'expression des gènes, et ce sera le sujet de l'orateur qui suivra. Dans le sang, on a fait un grand nombre de paramètres, également dans le liquide folliculaire. Et puis en plus, je vous parlerai 2 minutes des cytokines que nous avons fait sur des liquides folliculaires exposés aux 2 produits. Bon, ceci c'est un schéma que la plupart de vous connaissez. Donc vous avez la TEC, le récepteur de LH, la cellule de la granulosa avec le récepteur d'FSH, et vous savez que le récepteur de LH s'exprime très tardivement sur les cellules de la granulosa, donc vers la fin de la phase folliculaire. Chez le follicule, chez l'homme, il apparaît vers un follicule de taille d'environ de 10 mm. Par l'action de l'ALH sur le récepteur, il y a activation de la progestérone, ensuite la formation des androgènes. Donc il y a un pool d'androgènes qui sera formé, qui sera diffusé vers la granulosa. Et puis il y a 2 voies possibles, ou bien les androgènes vont se lier au récepteur d'androgènes et il y aura surtout des effets plutôt négatifs dans le follicule, ou bien il y a conversion par l'action de l'aromatase qui est initiée par le taux d'FSH, et donc il y a conversion vers l'œstradiol qui va se lier au récepteur ER-bêta,
et qui va en fait contrecarrer certains effets négatifs du récepteur des androgènes. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre le fait qu'il y ait moins de follicules de développer avec une préparation qui contient de l'ALH ou de la CG? Donc, je viens de vous montrer que la production des androgènes est surtout dépendante de cette activité des LH par le récepteur, bien entendu. On sait que les androgènes sont la source essentielle et continue pour les œstrogènes. Et il y a seulement assez récemment, vous voyez des études ici 2005, où on a reconnu l'importance de ces androgènes dans le métabolisme et dans la croissance folliculaire. On a découvert assez tardivement que ces androgènes aromatisables, donc l'androsténione, la testostérone, sont des régulateurs importants de l'expression du gène de l'aromatase dans la granulosa. Donc il y a un effet d'amplification qui joue, et quand on amplifie l'aromatase, on va convertir ce pool d'androgènes vers les œstrogènes. Et c'est donc plutôt cette balance qui est importante entre les deux et qui va, je crois, déterminer le taux de follicules qui vont aboutir à croissance complète. Vous voyez ici que dans le groupe, donc en jaune, ce sont les taux ménopures, en bleu, ce sont les taux gonalef. Donc quand vous voyez le point ici et la barre de confidence dans le groupe, dans la ligne, dans la plage jaune, ça veut dire significativement plus élevé dans le cadre du ménopure. Et vous voyez ici que les androgènes étaient plus élevés, l'androstendione, dans le cadre du ménopure. L'œstradiol est d'abord plus élevé dans le gonalef et ensuite, vous voyez que les œstrogènes deviennent plus importants parce qu'elles sont converties par l'aromatase à partir de ce pool d'androgènes. Alors, ce qui est important, et ça a été prouvé par des études de Hillier sur le modèle de rat, c'est que lorsque vous avez des androgènes qui sont élevés, ça peut induire une augmentation de l'AMP cyclique sur des follicules qui ne sont pas toujours, qui sont encore de taille petite, moyenne, donc au début d'une phase folliculaire. Ça peut induire des gènes qui répondent dans ces petits follicules à cet AMP cyclique qui sera élevé par l'effet des androgènes, et ça va mener à un arrêt de prolifération. Et c'est ce que nous observons ici, donc c'est ce ratio entre œstrogènes et androgènes qui joue dans cette prolifération. Hillier a déjà démontré que lorsque cette balance va en faveur des androgènes, il y a arrêt de la prolifération. Également, quand on travaille avec des produits tels que le ménopure en comparaison avec le gonalef, même pour l'induction de l'ovulation, on a observé que lorsqu'on stimule avec des taux beaucoup plus bas que dans le cadre d'une FIV, on aboutit également avec significativement moins de follicules en fin de phase folliculaire. Alors, ce qui était également intéressant, ce qui était changé sur le cadre endocrinien, vous voyez ici la progestérone. Comme vous voyez au jour 1, la progestérone pas différente, jour 6 non différente, et en fin de phase folliculaire, il y avait significativement plus de progestérone avec la FSH recombinante. Donc, pour des doses équivalentes, puisque les études ont été établies de cette façon-là, quelles étaient les observations? Donc, tout d'abord, il faut savoir que l'attitude clinique dans l'étude MERIT et IGE était pilotée par l'échographie. Donc, le clinicien avait le droit de modifier la dose seulement après 5 jours et seulement par une ampoule tous les 3 jours. En fait, on a vu que, et je ne montre pas le tableau parce qu'on n'a pas assez de temps, l'attitude a été non différente avec les deux produits. Ce qu'on observe à la fin, comme résumé, avec le ménopure, on peut dire qu'il y a eu une croissance folliculaire plus sélective et que la charge androgénique qui est convertie en œstradiol par l'aromatase était plus importante.
Dans le groupe Gonalev, on avait donc 1,8 ovocytes de plus sur 12, et il y avait environ une patiente sur 4 qui démontrait une progestérone élevée, je veux dire par là une progestérone au-delà de 4 nanomoles par litre. Alors quand on regarde ce qui était différent dans les liquides folliculaires, on a analysé dans l'étude Mérite un follicule qui devait avoir de plus de 17 mm de diamètre, 36 heures après injection de l'HCG, bien entendu. On voit donc comme significative, valeur significative, dans le ménopure, plus de gonadotrophine dans le follicule, plus d'androgène, plus d'œstradiol et plus d'inhibine B. Par contre, dans le follicule Gonalev, plus de progestérone, inhibine A et VEGF. Alors, conclusion pour les liquides folliculaires. Donc, on retrouve plus de progestérone du côté Gonalev, tout comme dans le sang périphérique. Quelle est la raison? Est-ce que c'est dû à la régulation intra-ovarienne? Est-ce que ça pourrait être désensibilisation du récepteur LH dans le groupe ménopure? Là, il y a des études qui sont faites et qui sont prêtes à être communiquées. Le fait que l'inhibine A était plus élevé dans le groupe Gonalev, ça pourrait montrer que ce sont des follicules qui sont différenciés, qui ont une différenciation plus avancée, donc une pré-lutéinisation. Et de même pour le VEGF, parce qu'on sait que dans le corps jaune, en fait, il contient à peu près 8 fois de plus de VEGF que dans un follicule avant administration d'HCG ou avant de pic de LH. Alors, la dernière partie, il s'agit de regarder les cytokines. On sait que les cytokines sont extrêmement importantes. Elles ont un rôle de chémoattraction. Elles peuvent induire l'immunotolérance et donc promouvoir l'implantation, aider la survie du corps jaune, aider la survie de l'embryon. Là, il y a énormément d'études. Ce que nous avions fait, c'est d'exposer dans un modèle de culture de souris. C'est une culture qui prend 12 jours et ensuite on peut administrer de l'HCG et il y a une ovulation in vitro qui se fait. En fait, on a exposé ces follicules ou bien à de l'AFSH recombinante ou au ménopure. C'est un essai qui se fait dans une microplaquette et donc on peut avoir une vue sur plus de 150 follicules en même temps. Et on a refait ces cultures 8 fois. Et ensuite, on a dosé les micro-aérés. Et ce qu'on a vu, c'est qu'avant l'ovulation, le fait d'avoir donc le ménopure, on a retrouvé 14 cytokines sur les à peu près 50 qui sont sur les différents blots. Donc 14 des cytokines significativement plus élevées après ménopure que Gonalev. Et après l'ovulation, 24 cytokines significativement plus élevées. Et ces cytokines stimulent la survie du cumulus, la formation du corps jaune et le processus d'implantation. Maintenant, je ne suis pas un spécialiste de cytokines, mais c'est intéressant qu'indépendamment de cette étude, il y a eu un rapport dans Human Reproduction de l'ED et al. C'est une collaboration entre des groupes parisiens et Liège. Eux, ils ont dosé chez 54 patientes en protocole long, donc très similaire de ce qu'on a fait dans l'étude Mérite, par un système Luminex qui vous permet de mesurer en même temps sur un même échantillon 28 cytokines différentes. Et elle a retrouvé une relation entre une cytokine ici qui est la granulocyte colony stimulating factor et le taux de bébé né. Et également entre l'interféron gamma et l'interleukine 2 et la qualité embryonnaire, et également entre ces deux cytokines-ci et le taux de top quality embryos. Et c'était très intéressant, mais également, ces facteurs-là étaient élevés significativement plus dans les follicules qui étaient traités par le ménopure.
Ce qu'on peut conclure par là, il faut être prudent, comme l'orateur précédent l'a déjà dit, parce que la souris n'est pas une femme, mais ça peut quand même nous apprendre le fait que deux préparations différentes mènent à une expression aussi dans le domaine des cytokines, et donc ça peut nous faire trouver d'autres arguments encore pourquoi ces résultats sont finalement significativement plus élevés en termes de grossesse. Donc en conclusion, la présence d'HCG pendant la stimulation change significativement le milieu endocrinien et paracrinien. On a retrouvé donc des cytokines différemment exprimées dans le liquide folliculaire avec les deux produits. Aussi, le profil génétique est différent dans le cumulus. Nous avons fait également du travail là-dessus, mais comme il y aura une communication après celle-ci, je n'en parlerai pas ici. Les changements des paramètres biochimiques engendrent des différences biologiques. En effet, ça je n'ai pas montré par manque de temps, les embryons que nous avons observés dans l'étude MERIT étaient chaque fois légèrement de meilleure qualité avec la préparation contenant de l'HCG que sans. La transformation endométriale était plus fréquente par cette progestérone qui était augmentée dans le gonalef. Et donc, comme je vous ai montré, le taux de grossesse clinique est significativement supérieur pour le ménopure. Donc, il y a une relation entre ce climat endo-para-autocrinien et la qualité ovocytaire. Mais comme l'a dit l'orateur précédent, également, il faut faire des recherches supplémentaires pour exactement comprendre par quel mécanisme. Je vous remercie pour votre attention. Je pense qu'il faut qu'on avance un petit peu parce que le temps passe. Donc peut-être une ou deux questions et puis nous allons passer aux orateurs suivants. Oui, Dominique. Toujours extrêmement enthousiasmant ce que tu nous présentes. Je posais une question sur la progestérone. La différence de qualité ovocytaire et la différence d'implantation peut s'expliquer par un effet sur le cumulus, comme on va parler. Comment tu expliques les taux de progestérone qui précèdent le moment où on va décider de faire ou pas faire une ICSI? Et est-ce que tu as des notions que dans l'ICSI, la différence entre les taux de progestérone en fin de phase folliculaire se rencontre également ou pas? L'étude MERIT est faite, comme tu le sais très bien, seulement sur la FIV. L'étude IGE était faite sur les deux populations. Les relations, donc ce qu'on dit pour la FIV et ce qui est significatif en FIV, montrait seulement un trend en ICSI. Donc je crois que tout ce qu'on raconte ici pour la FIV est probablement vrai pour l'ICSI. Et il y a déjà... Il paraît que le moment de la décoronisation est très importante. Et depuis qu'on a mis ça dans la littérature, je dois dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont changé leur technique et qui décoronisent beaucoup plus tard. Et il y a également des arguments dans la médecine vétérinaire, dans la PMA vétérinaire, où il y a des études qui montrent que décoroniser rapidement ou tardivement change la qualité embryonnaire et l'implantation. Alors pour en venir à ta question sur la progestérone, la progestérone, on retrouve également des progestérones au-delà de 4 nanomolaires, mais ça se voit moins fréquemment dans le cadre de la ménopure. C'est seulement une patiente sur 8 qui va présenter cela. Pourquoi? Parce que, il y a différentes hypothèses. Moi, je crois qu'il y a un changement au niveau paracrinien. C'est ce que j'ai mis dans notre article. On sait que, par exemple, la LH va supprimer la TGF-bêta dans le follicule. Et cette TGF-bêta, en fait, règle la conversion des androgènes, de la progestérone vers les androgènes. Donc, tu peux avoir à ce moment-là une accumulation de la progestérone. C'est un mécanisme possible.
Ça doit toucher tout le monde, parce que c'est avant que tu fasses ICSI ou non. C'est avant l'ICSI, oui. Oui, mais lorsque tu emploies un produit, lorsqu'il y a une activité de LH, tu vas avoir moins de progestérone dans le bras qui sera traité par les préparations qui contient. Il faut pas que vous combinez l'effet progestérone et ICSI. Je ne suis pas sûr que l'un a à voir quelque chose avec l'autre. Je crois que ce sont deux choses différentes.